Haas reporte ses négociations avec Mick Schumacher. Cela n'aura pas lieu avant la fin de la pause estivale. Alors ouais, c'est bizarre ce qui se passe du côté de Haas aussi là concernant Mick. Gene Haas a maintenant demandé de suspendre les pourparlers avec le fils de Michael Schumacher. La raison probable est que Haas et Steiner veulent voir ce qui se déroule suite à l'imbroglio entre Alpine et Oscar Piastri. Et la porte Aston Martin étant fermée par l'arrivée d'Alonso, ça semble aussi avoir tué la plupart des alternatives de Schumacher sur le papier. Haas peut désormais compter sur le facteur temps, sachant très bien que l'équipe est actuellement le seul moyen pour l'Allemand d'assurer sa place en F1, sauf si Alpine passe par là. La situation de Schumacher est en tout cas délicate, car selon les dernières rumeurs, sa place dans l'académie des pilotes Ferrari ne serait pas assurée pour 2023, la presse italienne assurant que Mattia Binotto n'est plus convaincu du potentiel de l'Allemand. Ouais, enfin bon, entre ce qu'il pense et ce qui est la réalité, Binotto, son avis, on s'en bat un peu les steaks, excusez-moi, mais vu les décisions qu'il prend sur le muret des stands, le mec, il est pas trop en position de juger un pilote. Déjà qu'il se regarde dans une glace et qu'il arrive à faire quelque chose avec son équipe. Après, on verra. Sans place chez Haas, une option pour Mick serait donc de quitter la sphère Ferrari pour rejoindre un autre constructeur, comme Alpine, mais aussi Mercedes. Ouais, alors Mercedes, c'est bouché aussi. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait aller dans une écurie Mercedes. Williams, mais bon, Williams, ils vont sûrement mettre Sargent, là. L'américain prometteur. Il y a aussi la piste AlphaTauri. Bon, ça reste un peu vague, tout ça. Bon, après, je pense quand même qu'il sera, quoi qu'il arrive, en F1, Mick Schumacher en 2023, mais pas forcément chez Haas. Donc ça peut être la grande surprise aussi de cette silly season, comme ils appellent ça. Ciao. Alors, un autre ex-pilote qui ne comprend pas le choix d'Alonso de rejoindre Aston Martin. Il espère que l'Espagnol leur apportera davantage de perfos. Ouais, vous êtes beaucoup à pas comprendre. Bon, après, moi, je suis un peu comme vous, sauf que faut pas sous-estimer Aston Martin quand même, et à mon avis, ils peuvent frapper fort dans les années qui viennent. Est-ce que ça sera encore quand Alonso sera en F1? Ça, c'est la bonne question. Imaginez juste. Alonso s'en va, et l'année d'après, Aston Martin joue le titre. Voilà, ça serait dur. Là, ça serait extrêmement dur. Mais ça pourrait, en vrai. Alonso rejoindra Aston Martin, apportera beaucoup d'expérience à cette équipe, c'est certain. Il est très doué pour régler une voiture. Il est très performant avec Alpine. Je ne comprends pas pourquoi il s'en va. C'est difficile à comprendre. De l'extérieur, on ne connaît jamais la raison qui pousse un pilote à changer d'équipe, ou à prendre sa retraite, car c'est une décision très personnelle. Alpine est plus performante qu'Aston Martin pour le moment. J'espère que Fernando leur apportera davantage de perfos, mais c'est très bien qu'il remplace Vettel. Nous parlons de là de deux grands champions, de deux grands talents. Je ne sais pas pourquoi il change d'équipe, mais il doit forcément y avoir une raison. C'est pas à moi de commenter cette décision, il est possible que dans les prochains jours, Fernando nous explique la raison. Pour Fittipaldi, l'arrivée d'Alonso chez Aston Martin est en tout cas une très bonne nouvelle pour son futur coéquipier, Lance Stroll. Stroll avait un excellent équipier en la personne de Vettel. Il en aura un autre avec Alonso. Ce sont deux pilotes fantastiques. Ils vont l'aider à passer un cap. Il est certain que c'est une bonne chose d'avoir de tels champions pour coéquipier. Au sujet de Piastri, qui devrait donc signer chez McLaren et non Alpine, il a déclaré « Piastri est un jeune pilote très talentueux qui a réussi dans toutes les catégories dans lesquelles il a évolué en termes d'expérience. Je dirais qu'il est très similaire à Russell. Il doit être en F1. » Oui, carrément. Carrément. Et là, Piastri est un bide, en fait, il est nul. Imaginez, là, ce serait terrible. La désillusion totale, quoi. Et c'est Ricardo qui se marrerait, en tout cas. Bref, Alonso, chez Aston Martin, écoutez, il a fait son choix, maintenant, il va assumer, Alonso, il assume tout le temps ses choix, même s'ils sont mauvais. Donc, écoutez, il va terminer la saison chez Alpine, déjà. Dans quelles conditions, ça, j'ai hâte de voir. Et il embarquera chez Aston pour 2023. Ciao, ciao. Zou, la situation de Piastri montre que j'ai eu raison de quitter Alpine. Ah, mais vraiment, ouais. Ils font n'importe quoi, en fait. Renault, le groupe Renault avec leurs pilotes, ils les gèrent très très mal, en fait. Ils faisaient partie de l'académie Alpine aux côtés d'Oscar Piastri et les deux pilotes se sont battus pour le championnat des pilotes de F2 l'année dernière. Zou terminant 3ème tandis que l'Australien a remporté le titre. Cependant, c'est bien Zou qui s'est engagé en F1 cette année en rejoignant Alfa Romeo pour cette première saison. En revanche, on ne sait toujours pas où Piastri se retrouvera l'année prochaine. Bon, a priori, c'est McLaren. Donc, il a déclaré Zou. J'ai été complètement soulagé. Tout s'est très bien passé car mon contrat se terminait à la fin de l'année dernière et c'était à nous deux de décider si nous voulons continuer. Mais il y avait une opportunité avec Alpha. L'accord ne pouvait pas continuer avec Alpine car je ne voyais nulle part où aller l'année suivante. Et Alpha et Alpine sont des marques concurrentes assez importantes. Pas seulement en Formule 1 mais en général. Donc c'était pas facile de quitter Alpine. Je suis très content que tout soit bien passé parce que si j'avais eu une autre année, je pense que j'aurais été un peu coincé, tout comme Oscar maintenant. C'est donc pas la meilleure chose pour moi. J'ai eu l'impression qu'il y avait une bonne opportunité ici, alors j'ai saisi l'occasion et je pense que c'était une très bonne décision. Zou a marqué des points de reprise jusqu'à présent cette saison et a obtenu son premier point dès sa première course en Formule 1 lors du Grand Prix de Bahreïn. Je ne m'attendais pas à être dans les points, mais je savais que j'avais un meilleur rythme en course qu'en qualif. Mais cette course à Bahreïn était très stressante parce que j'étais à l'aise en P8
ou P9. Ensuite, nous avons une voiture de sécurité tardive, donc j'ai dû rentrer au stand, et je suis tombé en P12, j'ai dû remonter un peloton. C'était donc difficile, mais quand j'ai franchi une 10e, cela voulait tellement dire pour moi, je n'ai jamais été aussi ému de toute ma carrière. C'est la pression que je gérais et que j'affrontais depuis l'hiver dernier, même depuis les dernières manches de F2 jusqu'ici. C'est incroyable, je ne pense pas que quiconque puisse l'imaginer, car je faisais face à la pression de ces commentaires, je courais toujours en F2, en essayant de me battre pour le titre. Donc ça m'a un peu déprimé. Mais ça ne m'a pas empêché de venir en F1, donc c'est la chose la plus importante. Même s'il n'a pas encore été officiellement confirmé par Alpha, il est très probable que Zhou conserve son baquet aux côtés de Bottas en 2023. Ouais, après Zhou, voilà, il est pas impressionnant, on va pas se mentir. Après il fait le boulot, mais il est loin d'être impressionnant. Moi il m'impressionne pas du tout. Hein. Il est pas mauvais, mais il est pas très très bon non plus. C'est un pilote moyen sans plus quoi, quand même. Hein. Bon après, moi je pense qu'il faut quand même lui donner une deuxième chance de montrer ce qu'il vaut en 2023. Peut-être qu'il va muscler son jeu, on verra. Par contre, du coup, bah, ça bouche toute opportunité pour Théo Pourchaire, par exemple. Et ça, c'est moche. Je vous laisse commenter, ciao. Alors, rien n'est officiel encore, hein, je précise bien. C'est Motorsport qui l'a annoncé dans la journée, là. En gros, McLaren a dit à Daniel, elle a fait savoir à Daniel Ricciardo que bah, ce serait terminé, et qu'en 2023, bah, ils se quitteraient, les deux, pour évidemment que le jeune Piastri le remplace. Donc, à l'origine, les rumeurs faisaient part d'une arrivée d'Oscar Piastri chez McLaren en tant que pilote de réserve. Ce dernier aurait dû alors patienter encore une saison avant de pouvoir récupérer le baquet de Ricciardo. Ce qui aurait été une grosse erreur, je pense. Il aurait fait encore une année de plus en tant que pilote de réserve. Franchement, ça aurait été mauvais pour sa carrière. Toutefois, selon motorsport.com, McLaren aurait officiellement annoncé à Daniel Ricciardo sa volonté de mettre fin à son contrat, et cela dès la fin de saison 2022. Deux options se présenteraient alors. Le versement d'une somme d'argent à l'Australien pour mettre fin au contrat courant jusqu'à 2023, ou alors son transfert vers la prochaine écurie de Formule 1 de McLaren. Sérieux ? Ouais, bon, il va pas accepter ça, hein. L'humiliation serait totale pour Daniel Ricciardo. Enfin, une autre option serait de continuer à payer le salaire de Ricciardo, même s'il devait piloter pour une autre écurie de Formule 1. Ricciardo a récemment affirmé son envie de poursuivre sa carrière en F1, déclarant qu'il n'avait pas terminé avec la discipline. Le natif de Perth fait office de favori pour reprendre le baquet laissé par Alonso, et donc qui n'ira pas à Oscar Piastri vu qu'il va à sa place chez McLaren. Ouais, alors l'option la plus probable, je pense que c'est Ricciardo qui va chez Alpine, et McLaren qui lui paye son salaire chez Alpine en 2023. Comme ça, Alpine, ils ont rien à débourser. C'est tout bénef pour eux au final, même s'ils récupèrent un pilote on va dire en délicatesse, hein, niveau performance, peut-être qu'il retrouvera une seconde jeunesse, entre guillemets, chez Alpine, qui sait. Peut-être qu'il préfère Alpine à McLaren. Hein. Parce que la vérité, c'est que Daniel, il s'est jamais adapté à McLaren, en fait. Ni à la voiture, ni à l'ambiance dans l'équipe. Je pense que c'est ça son problème aussi. Hein. Je pense qu'il marche beaucoup au caractère, au moral, lui. Et quand ça va pas, bah les perfs vont pas non plus, quoi. Donc voilà. Bon, je pense qu'on se rapproche d'une officialisation, là, quand même. Et évidemment, la miniature de Ricciardo surpris sur son téléphone, je crois que c'est la miniature parfaite pour cette news. Allez, ciao. Mercedes veut devenir la référence écologique en Formule 1. Les flèches d'argent avaient pour objectif de réduire leurs émissions de CO2 de 50% d'ici 2022. Cet objectif initial nécessitait une baisse d'environ 20 000 tonnes en 2018 à 10 000 tonnes au moment de ce dernier rapport. Mais Mercedes n'arrêtera pas sa marche en avant, l'équipe ayant déjà désormais pour objectif de devenir l'équipe sportive professionnelle la plus respectueuse au monde. Nous avons fixé des objectifs ambitieux pour réduire notre empreinte CO2 dans tous les domaines et atteindre le niveau 0 d'ici 2030. Nous évaluerons notre empreinte carbone selon les normes de référence de l'industrie conformément au guide du protocole sur les gaz à effet de serre du cadre SBTI, y compris le rapport complet sur les émissions du champ d'application 3. Nous viserons une réduction de 100% de nos émissions de portée 1 et 2 et de 50% de celles de portée 3 d'ici 2026, ainsi qu'une réduction de 75% des émissions de portée 3 et une élimination de 25% du carbone d'ici 2030. Ça en fait des chiffres. Le nouvel objectif de Mercedes dépasse celui de la F1, la discipline visant à atteindre une empreinte carbone nulle d'ici 2030. Nous sommes une équipe de chercheurs de solutions et nous fixons des ambitions sur la façon de devenir plus durable dans tout ce que nous faisons. Nous sommes au début de ce voyage, mais nous sommes engagés à atteindre des objectifs extrêmement ambitieux, car nous sommes tous dans la course vers un avenir durable. Je suis très fier de notre équipe pour ce que nous avons accompli jusqu'à présent et pour les stratégies de pointe que nous sommes engagés à mettre en œuvre dans les années à venir. Ce qui se passe sur la piste est inextricablement lié à ce qui se passe dans le monde extérieur. Ça pousse toute l'équipe à aller toujours plus vite et plus loin. Voilà, c'est pour ça que j'aime aussi cette équipe. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour l'environnement, et ça, c'est bien. Eh bien, on leur souhaite évidemment bonne chance dans leurs objectifs. Je vous laisse commenter. Ciao. Sainz et Leclerc vont-ils perdre confiance en Ferrari? Coulthard se pose la question après la Hongrie. Oh, est-ce qu'ils n'ont pas déjà perdu confiance? Au fond d'eux-mêmes.
Ils auraient pu choisir les tendres et accepter le fait que le pneu n'allait pas durer. Mais à ce moment-là, nous nous demandions tous si la météo allait se gâter. Cela leur aurait ainsi laissé des options pour la suite, mais en raison de la longueur du relais final, ils ont estimé que le pneu dur était le bon. Mais il fallait rallonger le pneu médium, c'est tout. Mais ce n'était déjà pas le cas le vendredi, malgré une température de piste plus élevée. Elle était seulement de 26 degrés le dimanche, et avec des conditions plus fraîches, la fenêtre d'exploitation du pneu dur est encore plus étroite. C'est donc comme si les stratégies de l'équipe s'étaient dit, nos informations nous disent de ne pas utiliser, mais nous allons le faire quand même. C'est un peu ça, oui. Avec toutes ces erreurs commises par Ferrari cette saison, Coulthard se demande si Leclerc et Sainz ne finiront pas par perdre foi à ce coup derrière. Ce qui est incroyable à propos de ça, leurs pilotes n'ont peut-être rien perdu de leur capacité, mais ils doivent en revanche perdre confiance. Grâce à son deuxième double podium consécutif, Mercedes a réduit l'écart à 30 points sur Ferrari au championnat constructeur. Mais pour Coulthard, ça ne signifie pas que l'écurie allemande sera bientôt la favorite pour gagner des courses. Mercedes a décroché son résultat au mérite. Ils étaient rapides dans ces conditions fraîches, mais je pense que s'ils avaient fait très chaud, ils n'auraient pas été à un tel niveau. Je pense pas qu'ils mettent de la pression sur Ferrari. Ferrari possède une voiture rapide, et a fait le travail à ce niveau-là. Il est surtout question des décisions stratégiques qui sont prises. Ouais, bah voilà, hein, il y a de quoi perdre confiance. Hein. Je sais pas s'ils vont perdre confiance, effectivement, mais là, il y aurait de quoi, ils auraient raison. Donc Ferrari, réveillez-vous, allô, prenez de meilleures décisions, les gars. Allez, ciao. Ral invite Vettel en IndyCar et révèle leur destin croisé. Non mais, Vettel, stop, il a pris sa retraite, il va pas aller en IndyCar aux US, il veut être avec sa famille, les gars, mais vous êtes débiles ou quoi? C'est ouvert, dès qu'il veut essayer, peut-être qu'il veut venir courir, je suis sûr que nous trouverons un moyen de le faire. Comme au Grosjean, je pense que Seb trouvera un IndyCar un environnement beaucoup plus étendu, mais aussi plus compétitif, c'est sûr. Mais, Grosjean, lui, il s'en fout, il voulait continuer de courir. Par contre, Vettel, il veut plus, il veut être avec sa famille, et il veut militer pour l'environnement. Il est pas dans le même délire, là, quand même, hein. Et pour un gars comme lui, qui est compétitif, qui est un compétiteur, je suis sûr que finir 10ème à l'arrière du peloton n'est pas amusant, surtout après avoir gagné les championnats du monde, et tout le reste qu'il a accompli. Graham Rahal révèle au passage que l'écurie de son père pourrait engager une 4ème monoplace à l'avenir, alors qu'elle fait déjà rouler Christian Lundgaard et Jack Harvey, en plus du principal intéressé. S'il veut faire un test, je suis sûr qu'il y a une place, une maison pour lui. À bien des égards, nous nous préparons à envisager une 4ème voiture dans le futur, donc je ne dis pas qu'il veut la faire à plein temps, mais s'il veut venir faire un test, il peut. Rahal révèle qu'il avait un lien avec Vettel, puisque les deux hommes se sont croisés dans leur début de carrière, lorsque Rahal cherchait à venir en Europe. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais nos chemins se sont croisés à l'époque. Red Bull cherchait un pilote américain et Colin Fleming était un pilote sous contrat en Formule Renault 3.5 en 2006. Fleming fut écarté sans ménagement du programme pour un problème de résultat, et son volant fut récupéré par Vettel. L'Allemand s'imposait immédiatement, ce qui permit de convaincre Helmut Marko et Red Bull de l'emmener jusqu'à la F1. Rahal a révélé qu'il était en discussion pour avoir une chance pendant un week-end à la place de Fleming, mais que les calendriers ne se sont pas bien goupillés. Durant cette période, il a effectué plusieurs tests en GP2 et roulé en Formule Atlantique, et il ne put se libérer de ses contraintes pour rouler en F3.5. La suite, c'est Rahal qui l'explique et rappelle ce qui s'est passé après. Le gars qui a fini par prendre cette place et qui a gagné ce week-end, c'était Vettel. C'était donc intéressant. C'est un peu ce qui l'a fait monter en flèche vers le contrat BMW à Indianapolis et tout le reste. Il a un talent incroyable, j'ai toujours admiré ce qu'il était capable de faire, mais j'admire aussi la classe et le caractère avec lesquels il l'a fait, dans un monde qui ne se montre pas souvent. C'est très politique là-bas. Je pense qu'il a toujours réussi à surmonter ça avec humour et tout le reste. Rahal salue aussi la personnalité très ouverte et authentique de Vettel. Tout le monde pense à Ricciardo, mais je pense que Vettel était le premier à le faire. J'ai toujours admiré ça. Je pense qu'il est bon d'être soi-même et de se montrer, c'est ce qu'il a fait, donc j'aimerais certainement lui donner sa chance en IndyCar. L'Américain continue de penser que l'IndyCar pourrait représenter un choix en fin de carrière, parfait pour le puriste qu'est Vettel. Je pense aussi qu'il apprécierait la pureté de la course IndyCar. Ce n'est pas très technique, c'est brutal, c'est puissant. Il faut faire bouger la machine. Et je pense qu'il apprécierait probablement ça. Ça le ramènerait probablement à ses premiers jours de course. Donc je pense qu'il serait probablement rafraîchissant. Je me souviens que le grand Justin Wilson m'a dit un jour que si vous avez une chance en Formule 1, vous devez essayer. Mais vous n'allez pas forcément apprécier. Dans la position de Vettel, j'imagine, il pourrait tout simplement apprécier de venir essayer ça. Ah bah c'était bien loin, hein, pour pas dire grand chose au final. Non mais lui il est déconnecté, il ira jamais en IndyCar Vettel, alors j'en mets ma main à couper. Jamais il ira en IndyCar. Il a jamais parlé d'une envie d'aller en IndyCar, il aime pas les ovales je pense, en plus, même s'il y en a de moins en moins certes, mais même il se couperait de sa famille. Non mais n'importe quoi. Hein. Bon bah Graham Rahal, je crois que tu peux redescendre sur Terre,
et aller viser quelqu'un d'autre que Vettel. Allez, ciao. Et Villeneuve qui défonce Ferrari. Ils n'ont pas regardé la course en Hongrie ou quoi? Alpine avait pourtant prouvé que leur pneu dur c'était de la merde. La Formule 1 est catégorie reine, hein. Tout y est au top niveau. Pas seulement les pilotes mais aussi les mécanos, les ingénieurs et les stratégistes. A déclaré Villeneuve. Comment est-il possible que plusieurs équipes, pas seulement Ferrari, prennent la décision de chausser les pneus durs? Alpine avait pourtant prouvé que c'était un pneu de merde. Ils n'ont pas regardé la course ou quoi? Le Canadien a d'ailleurs a raison de rappeler que, qu'outre Ferrari, Alpine, McLaren, Haas et Alfa Romeo commettaient aussi la même faute stratégique. Il se demande ainsi comment une équipe sur deux a pu commettre une telle erreur de jugement. Quelque chose a terriblement mal tourné. C'est incompréhensible qu'une telle chose puisse se produire dans un sport où seuls les meilleurs des meilleurs travaillent. Ouais, moi j'ai surtout l'impression que les ingénieurs sont un peu perdus avec cette nouvelle argumentation qu'ils ne connaissent pas. Et ça tâtonne un peu pas mal hein, au niveau des stratégies, de la durée de vie des pneus, c'est un peu inconstant. Le fait de chauffer bien les pneus aussi, qui pose problème quand il fait froid. Donc ouais, c'est compliqué, hein. Ils sont perdus hein, les ingénieurs avec cette nouvelle argumentation pour l'instant. D'où les nombreuses erreurs qu'ils font en ce moment. Bon par contre Ferrari c'est les rois de ce genre de conneries. Hein. Donc voilà, je vous laisse commenter, ciao. Alors, une rumeur lie Piastri aussi à AlphaTauri. Donc, le mec, on le voit partout en fait, c'est incroyable. Donc Mark Webber a été interrogé, Mark Webber qui est le manager d'Oscar Piastri du coup. En tant qu'ancien pilote Red Bull, les liens de Webber avec Marco peuvent jouer, il est également étroitement lié au probable partenaire moteur de Red Bull en 2026, Porsche. Non, c'est beaucoup trop loin, a répondu Webber lorsqu'on l'a demandé s'il pourrait être impliqué dans le contrat Red Bull Porsche. Voir Piastri faire ses armes chez AlphaTauri aurait été une possibilité à la place de Pierre Gasly qui serait libéré vers Alpine. Yuki Tsunoda a encore moyen cette année. Mais toutes les pistes mènent clairement à McLaren depuis plusieurs heures. Va-t-on savoir plus rapidement? Va-t-on en savoir plus rapidement, pardon? Certainement pas, admet Webber, signe qu'une bataille d'avocats pourrait être déclenchée. Webber refuse d'en dire plus sur ce qui s'est passé en début de semaine entre Alpine et Piastri, la rupture semblant désormais inéluctable et officielle, les dernières sources faisant état d'un contrat entre McLaren et Piastri signé le 30 juillet, et sur le point d'être reconnu valide donc, par le truc des contrats comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, très courte intervention de Mark Webber, le mec il a dit 3 mots quoi, littéralement. Combien de temps ça va prendre tout ça, et combien de temps Ricciardo va rester dans le doute? Faut aussi penser à lui quand même, parce que le mec, faudra qu'il se retourne, qu'il puisse se retourner Ricciardo. Bon, j'imagine qu'ils le prendront chez Alpine. Une sorte d'échange du coup, mais bon. Est-ce qu'on saura la réponse avant la reprise? Ça reste à voir. Ciao. Alors, ce site anglais Racing News 365 annonce que Piastri remplacera Ricciardo chez McLaren. C'est tombé ce matin. Bon, attention, c'est pas officiel. Hein. C'est des sources australiennes, hein, d'après eux, donc... Rien d'officiel. Piastri était connu pour être admiré par d'autres équipes. Il était déjà lié à un transfert de prêt chez Williams. Racing News donc a appris de sources australiennes que Piastri a signé un contrat chez McLaren qui le verrait s'associer à Norris et remplacer son compatriote Ricciardo dans l'équipe de Woking en 2023. Alors moi j'ai entendu autre chose. J'ai entendu qu'il avait signé chez McLaren mais en tant que pilote de réserve en 2023 pour être pilote titulaire en 2024 à la place de Ricciardo. Bon, ça m'étonnerait hein, qu'il fasse ce choix-là. Pour le coup, je le vois pas encore faire une année de pilote de réserve, ça serait totalement débile, sachant qu'il avait un baquet titulaire à sa disposition. Ça paraîtrait un peu surprenant. Donc eux là, ils annoncent directement remplacer Ricciardo, ça me paraît plus crédible déjà. Le comité de reconnaissance des contrats de la FIA, où tous les contrats de F1 sont vérifiés pour leur validité, aurait validé le nouveau contrat de Piastri avec McLaren au détriment de son accord existant avec Alpine. Donc il avait un contrat avec Alpine pour 2022 mais pas 2023, son accord de 2022 contiendrait une option sur les services de Piastri pour 2023, mais cette option n'a pas été exercée dans les 30 jours requis après la signature de ce contrat. Ok, bon on attend l'annonce officielle, hein. Donc je sais pas quand c'est que ça va tomber, il faudrait qu'il se dépêche un petit peu de nous officialiser ça quand même, parce que là Ricciardo il est en plein doute, aussi lui, donc les tractations vont continuer cet été, visiblement, je vous laisse commenter, ciao. Marco soutient la décision de Vettel de prendre sa retraite, si vous n'émettiez plus votre cœur, rien ne se passe. J'ai trouvé son discours vidéo dans lequel il a annoncé sa retraite très fort. Ça montre que ses intérêts vont maintenant dans une direction différente, c'est bien sûr. Vous devez également tenir compte du fait qu'il n'avait pas de cockpit compétitif et qu'il n'en aurait probablement pas trouvé non plus. Donc pour moi, la décision était absolument la bonne. Avec sa minutie, Vettel correspondait parfaitement à notre ADN. Tout fonctionnait parfaitement ensemble. Avec Ferrari, il a eu de grandes chances, mais chez Aston Martin, il a d'autres priorités maintenant. Il ne monte même pas sur le podium avec sa voiture. Il est donc logique qu'il en tire les conséquences. Si vous n'émettez plus votre cœur, rien ne se passe. Marco note que cela contraste fortement avec Alonso, qui malgré ses 41 ans, remplacera
l'Allemand chez Aston. Il est super rapide. C'est incroyable le genre de course qu'il fait, c'est la surprise de l'année pour moi. Je pense qu'il est encore capable de victoire en tant que pilote. La seule question est de savoir si Aston Martin peut lui fournir le package. En 2023, ça me paraît compliqué quand même. Déjà, si je joue les points régulièrement, ça sera beau. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise du côté d'Aston Martin. On verra ça quand t'as Vettel. Bah écoutez, je pense qu'on le reverra pas dans les paddocks. De toute façon, il en a marre de la F1, c'est pas pour voyager avec, sur les paddocks. Même sur certains grands prix, ça m'étonnerait. Allez, ciao. Horner veut remettre Perez dans la bonne fenêtre après la pause estivale. Des discussions ont lieu entre les deux hommes. Sergio était plus à l'aise avant les dernières évolutions, c'est vrai. On doit maintenant lui trouver des réglages qui lui donnent à nouveau de la confiance. Pour être honnête, j'ai eu un dîner pour en parler avec lui, pour passer en revue les dernières courses et voir ce qui n'a pas marché. Ce qui est bien, c'est qu'il est très clair dans ses attentes concernant la RB18 et son comportement. Oui, mais bon, vous la réglez pour Verstappen, vous l'évoluez pour Verstappen, la RB18, vous plaignez pas après qu'il sous-performe, Perez. Je pense vraiment qu'on peut l'aider à atteindre ça et le remettre dans la bonne fenêtre de performance. Ensuite, il reviendra dans le siège immédiat de Max, voire un peu devant, comme il l'a aussi certaines fois cette année. De plus, je crois que nous avons de bonnes choses dans les tuyaux qui devraient l'aider et aller davantage dans ce sens. Donc, écoutez, voilà, s'ils veulent recoller à la deuxième place au classement pilote, bon, il en est pas très loin, vous me direz, Perez, même sans les évos, avec les évos taillés pour Verstappen, on va dire. À eux de voir s'ils veulent qu'ils végètent en 4ème ou 5ème ou 6ème place, ou s'ils veulent qu'ils reviennent 2, 3ème. À eux de faire le boulot, je vous laisse commenter, ciao. Fonder une famille ou continuer à courir, que feront les pilotes après la F1 ? Personne ne souhaite imiter Vettel pour le moment. J'irai sur une plage, c'est certain, lance Ricardo. Je me dis que la vie sera moins chaotique. Mais je n'y ai pas encore vraiment pensé, je pense que nous sommes habitués au calendrier. Nous travaillons toujours en suivant un programme déterminé. J'imagine qu'il s'agira d'un plus gros changement. Je suis sûr que tout le monde serait encore bien occupé à fonder une famille ou quoi que ce soit, mais il est certain que nous sommes très pris en F1 avec toutes ces courses et tous ces événements. Ce serait donc le changement le plus important, je suppose que tout paraîtrait beaucoup plus lent. Pour sa part, Albon ne se projette pas encore aussi loin, je pense pas encore à la retraite. Il est certain que vous devez y penser à un moment donné, mais pas maintenant. Peut-être que je m'achèterai une petite maison dans les Coast Worlds, ou quelque chose comme ça pourrait être sympa. À 25 ans, Ocon non plus ne pense pas encore à la vie qu'il souhaite après la F1. C'est encore trop loin pour moi, en tout cas je l'espère, je ne souhaite pas penser à la retraite pour le moment, mais j'imagine qu'après la F1, il y a d'autres disciplines à essayer également. Tellement de voitures expérimentées. Je vois que Le Mans se renforce en ce moment, avec de nombreux constructeurs qui rejoignent la discipline. Mais bien sûr, je ne regarde pas ça du tout pour le moment. Je suis pleinement concentré sur la F1. Mais ça a l'air d'être un bon championnat, peut-être que j'essaierai dans 10 ou 15 ans, je ne sais pas. Alors Magnussen sait déjà à quoi ressemble la vie en dehors de la F1, vu qu'il a déjà des enfants, etc. L'année dernière, j'ai en quelque sorte vu à quoi ça ressemblait, et c'était plutôt bien. Je pense que ça prouvait que je suis parti de la F1, mais j'avais beaucoup de choses à faire, vous savez. J'ai continué à courir, j'ai participé à de nombreuses courses, j'ai participé aux 24 heures du Mans avec mon père comme coéquipier. C'était amusant. Puis j'ai couru en IndyCar ou encore Daytona en GT. La F1 ne me manquait pas. Mais lorsque je regardais les courses, ça faisait un peu mal, car je pensais alors que j'y retournerais jamais. Donc une fois que je prendrai ma retraite définitive, je pense que je continuerai à piloter des voitures de course. C'est un grand privilège, et je pense l'avoir compris l'année dernière. Si vous perdez votre volant, mais que vous le récupérez, c'est vraiment cool d'être pilote de F1. Bottas, je me projette pas encore, mais ça viendra, je suis sûr qu'il a plein de choses à faire, d'opportunités à saisir, mais j'y pense pas vraiment. Ocon qui lui dit « Je veux que tu m'apprennes à faire du rallye ». Il a répondu « Bien sûr, nous ferons ça, le rallye est très amusant ». Après les F1, je continuerai à piloter, c'est certain, parce que j'adore ça. Fallait interroger Hamilton et Alonso, là. Mais ils sont trop jeunes pour penser à la retraite, tous ces pilotes qui sont interrogés, c'est un peu débile, là. Ouais, j'ai pas compris pourquoi ils leur ont posé la question à eux, quoi. Ouais, bon. Étonnant, je vous laisse commenter, ciao.